L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat, se déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses? L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Mythes et complots avec Christian Page. Christian, bonjour. Salut. C'est la journée des complots, hein? Oui, on est dedans, là. Tout simplement pour te dire, oui, je suis allé tourner, moi, en Israël, et comme disait ton précédent invité, effectivement, c'est pas toujours facile de tourner en Israël. Le contexte est difficile, hein. Lorsqu'on arrive avec une caméra, puis on est des journalistes étrangers, c'est un petit peu difficile. Écoute, j'ai déjà des courriels là, à propos des propos, justement, de M. Karsanti sur l'affaire Al-Doura. On a mis des images, hein. On a mis un reportage sur la page. Faites votre idée vous-même, mais il y a lieu de se poser des questions. Et aussi, tu es revenu sur les propos de Jean-François Dumas. Ouais. Sur le truc c'est le sauvetage des Chiliens, des mineurs chiliens. Tu sais. Effectivement, à partir du moment où les médias sont impliqués, toute mise en scène est possible, même ça peut paraître parfois tiré par les cheveux. Et on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. Ben oui, Black Arsenal. Le Black Arsenal, là, c'est l'armement noir. Hein. Bon, tu sais que dans le milieu de la conspiration, depuis des années, on nous parle que certaines autorités ou certaines grandes puissances, et pour la nommer les États-Unis, disposeraient d'un arsenal tout à fait extraordinaire qui va de la machine à explorer le temps au canon à protons en passant par le télétransporteur digne de Star Trek. Évidemment, est-ce que cet arsenal existe réellement? On sait que chaque année, des milliards de dollars disparaissent. En fait, on dit le black budget américain, c'est-à-dire des sommes d'argent sont allouées au ministère de la Défense pour mener des recherches sur des sujets dont le gouvernement ou le ministère de la Défense n'a pas à rendre compte. Donc, ces sommes d'argent disparaissent dans une sorte de trou noir. Évidemment, à partir du moment où il y a un secret, on peut imaginer n'importe quoi. Donc, avant de parler de ces armes fabuleuses, on doit se demander si de telles armes existent. D'où vient la connaissance de ces armes-là? Évidemment, on a toujours, en fait, presque toutes ces nouvelles inventions ou pseudo-inventions ont deux dénominateurs communs. Le premier, c'est bien sûr les extraterrestres. On raconte qu'à partir de 1947, l'armée américaine aurait récupéré une soucoupe volante dans le désert de Roswell, c'est au Nouveau-Mexique. La machine volante et ses occupants auraient été transférés dans une base secrète, la base de la zone 51, dont on a déjà parlé ici, c'est dans le Nevada. Et là, à partir de là, on aurait fait du reverse engineering. Donc, on prend ces objets-là, on les démonte, on regarde la technologie derrière ces objets-là et on essaie de l'appliquer à une technologie plus terrestre. Évidemment, tout ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais en 1997, pour le 50e anniversaire de l'affaire de Roswell, les publications, les maisons d'édition aux États-Unis se sont fait un devoir de republier des ouvrages qui traitaient de ces sujets-là, et parmi eux, quelques ouvrages nouveaux, et l'un d'entre eux, je te le montre ici même, The Day After Roswell. C'est paru en 1997, c'est signé par le colonel Philippe Corso. Donc, là-dedans, on s'attend à retrouver un peu le même truc qu'on retrouve dans tous les ouvrages, mais Corso va un peu plus loin. D'abord, quelques mots sur le personnage. Corso est un vrai militaire de carrière. Il a été embauché, il est devenu membre de l'armée dans les années 40. Il est resté en service jusqu'en 1962. Il a participé à différents projets, notamment dans le domaine de l'information, le contre-espionnage et tout ça. Et en 1963, donc un an après avoir quitté l'armée, il a même été membre de la fameuse commission Warren, qui était de faire l'investigation sur l'assassinat Kennedy. Dans son ouvrage, The Day After Roswell, publié en 97, le Philippe Corso en question, non seulement nous dit que l'affaire de Roswell était vraie, mais il nous dit également que toute cette histoire de reverse engineering est tout à fait authentique. Il va même plus loin en disant que dans certains cas, au milieu des années 40, début des années 50, les autorités militaires auraient laissé, par des fuites, certains objets extraterrestres passer le cap du ministère de la Défense vers des grands laboratoires de recherche et que de ces fuites, on aurait développé aux États-Unis des objets extraordinaires, dont le transistor, la fibre optique, la technologie des avions furtifs. Bon. Tout ça, évidemment, les amateurs de conspiration ont sauté là-dessus comme la misère chez le pauvre monde. Mais dans les faits, quand on regarde sérieusement, bon, on ne remet pas en question les états généraux du colonel Corso, qui est décédé d'ailleurs en 1998, mais on est en droit de se demander quelle est la réalité derrière ces affirmations. Prenons par exemple simplement le transistor. Corso dit que le transistor a été breveté en 1947 par les laboratoires Bell et que le transistor est un développement né d'une fuite par un objet extraterrestre.
dans les faits, quand on regarde dans l'histoire des brevets, on découvre que dès les années 20, des scientifiques, tant au Canada par exemple qu'en Allemagne, ont travaillé sur des doubles diodes, en fait, qui est un peu l'ancêtre du transistor. Donc, on voit pas à pas l'évolution de cette technologie qui devait amener éventuellement la création du transistor en 1947. On n'a pas trouvé le transistor en ouvrant le tableau de bord. Non, voilà. Donc, et on n'a pas ce saut, hein, tu vois, on passe pas par exemple du couteau, le silex de pierre dans une caverne au laser, hein. Tu vois, il y a pas on peut suivre pas à pas, un peu comme un enfant qui d'abord rampe, qui va ensuite marcher à quatre pas, ensuite faire ses premiers pas gauchement. Donc, on voit des clés de la voiture. Donc, absolument. Donc, on voit un peu cette évolution pas à pas qui va amener la création du transistor. Donc, cette affirmation de Corso semble sortir tout droit de nulle part. Exactement la même chose avec sa technologie des avions furtifs. Là encore, il nous dit que tout ça découle d'une technologie extraterrestre. Mais quand on regarde l'histoire de l'aviation, on découvre que la technologie des avions furtifs a été développée gauchement au début des années 50. On croyait qu'en mettant des avions à très haute altitude, on échapperait au radar jusqu'à ce que les Russes abattent un avion U-2 au-dessus de l'Union soviétique. Oups. Ensuite, on a pensé à une peinture noire qui serait moins réceptive aux ondes radar. Ensuite, les bords d'attaque des avions ont été diminués pour échapper au radar. Donc, là encore, on suit cette évolution et on n'a pas encore là un saut qui permettrait de croire à une technologie extraterrestre qui aurait servi la technologie humaine. Donc, pour les extraterrestres, je ne sais pas trop, mais dans l'attente d'une confirmation, je pense qu'il faut mettre ça sur une voie de garage. OK, on s'arrête un moment, on est avec Christian Page, on revient après cette pause. Vous écoutez du Trisac l'après-midi au 98.5 FM. La puissance des mots. Avec Christian Page, et là, aujourd'hui... Le Black Arsenal, hein, l'arsenal militaire secret. Ouais. Donc, comme on l'a vu en première partie, est-ce que les Américains ont développé des armes extraordinaires à partir d'une technologie extraterrestre? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien qui permet d'étayer ça. Alors, on a une autre source pour l'armement fabuleux, et cette autre source-là, elle revient régulièrement, c'est Nikola Tesla. Qui est ce Nikola Tesla? C'est un personnage, là, je vais essayer de passer rapidement, mais quand même, il faut dire quelques mots sur Tesla. C'est un personnage fantastique, on l'a un peu caricaturé, hein, par exemple, dans Back to the Future, hein. C'est un peu l'image de ce scientifique un peu fou, dont les inventions font un peu rigoler le milieu scientifique, mais qui en même temps va lui permettre d'envoyer vers le passé Marty dans sa DeLorean. Donc, tu vois, c'est un peu ça, Nikola Tesla. Encore récemment, en 2005, dans un film de Prestige, hein, Le Prestigitateur, où un magicien joué par Christian Bale réussit chaque soir à étonner le public en réussissant à s'évader d'un contenant dont on ne s'échappe pas, apparemment. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que chaque soir, en réalité, il crée un double de lui-même, un clone qu'il noie dans cette cage remplie d'eau. Et ce clone-là, il est créé grâce à une invention créée par Nikola Tesla, qui est incarné dans le film par David Bowie. Donc, on voit Nikola Tesla, la table est mise. C'est un scientifique extraordinaire. Il est né en 1856, je crois, à Smiljan, en Yougoslavie, de parents serbes. Son père était ministre du culte et déjà très jeune, Tesla montrait des habiletés intellectuelles fantastiques. En 1884, il émigre aux États-Unis. Il va travailler un temps avec Thomas Edison, mais les deux hommes ne s'entendent pas. Et puis ensuite, il va trouver un mentor trouver un nouveau mentor avec George Westinghouse, avec lequel il va s'associer. C'est lui qui va inventer le courant alternatif, le moteur électrique, le courant triphasé. C'est un individu exceptionnel. Il va décéder en 1943, le 8 janvier 1943. À ce moment-là, on sait qu'il a travaillé pour différentes sections du ministère de la Défense. Après son décès, une rumeur voudrait qu'on ait vidé son coffre au New Yorker Hotel où il avait une suite. Le FBI a enquêté là-dessus, nous dit que c'est faux, mais bon, si M. Hoover le dit, ça doit être vrai. Ouais, ça doit être. Monsieur Travelot, oui. Ah, que dis-tu? Monsieur Hoover? Ouais. Ouais, c'est un Travelot, il y avait une collection de robes. Ouais. Il y a un sénateur que je connais aussi qui a une collection de robes ici. Et donc, mais à la mort... je peux pas dire c'est quoi ça.
Mais si tu me le demandes en dehors des ondes, je vais te le dire. Donc, à la mort de Nikola Tesla, on racontait qu'il travaillait sur une arme absolue, le rayon de la mort, quelque chose de tout à fait fantastique. Et évidemment, toutes les inventions depuis que l'on prête à ce Black Arsenal toucheraient quelque part les travaux de Nikola Tesla. L'une des grandes idées de Tesla était de pouvoir renvoyer du courant électrique dans l'air sans utiliser des câbles. Et lors d'expériences menées entre 1899 et 1903, il aurait réussi à allumer 200 ampoules qui se trouvaient à 40 km de son laboratoire en envoyant tout simplement du courant électrique dans l'air. Ce que des compagnies comme Hydro-Québec vous diront que c'est impossible à faire, sinon ce serait fait à moindre coût. Bien sûr. Ouais. Donc, mais si on peut envoyer un courant, donc on pourrait envoyer un courant. Il y a les champs électromagnétiques qui font ça, non? Oui, mais tu vois, c'est un peu la grande idée derrière Nikola Tesla. Et si on peut envoyer un courant électrique pour allumer une lumière à 40 km de distance, pourquoi ne pas envoyer du courant électrique pour griller le circuit électrique dans un avion qui appartient à l'ennemi? Et c'est là qu'on arrive au fameux projet HARP. Ah bon. Ce projet HARP dont on a entendu parler, dont on a entendu une référence en début de chronique, ce projet HARP, qu'est-ce que c'est en fait? Ça se situe en Alaska. C'est au nord-est d'Anchorage. C'est un grand terrain que les Américains, en fait, c'est un projet qui coûte à peu près 30 millions de dollars par année. Il est subventionné par le ministère de la Défense américaine via l'US Air Force et la US Navy. Et l'idée officielle est d'étudier la ionosphère. Qu'est-ce que c'est la ionosphère? Une couche de l'atmosphère située entre 500 et 700 et 1000 km d'altitude, quelque chose entre 100 et 500 km d'altitude, peu importe, une couche supérieure de l'atmosphère, et c'est là-dedans que circulent les ondes à haute fréquence. Et apparemment, le ministère de la Défense nous dit que ce projet-là, tout à fait écologique, est d'étudier en fait les perturbations dans la haute atmosphère qui seraient créées par exemple, le déplacement des hautes fréquences utilisées dans les communications radio. Bon. Ça, c'est la version officielle. Sur le terrain même, on retrouve là quelques 80 antennes qui sont reliées à des transmetteurs qui peuvent émettre chacun 1 million de watts en haute fréquence dans l'air, etc. Et le projet HARP veut dire High Frequency Active Auroral Research Program. De façon plus subtile, on peut dire que, parce qu'il faut pas quand même être plus simple pape, il faut croire bien sûr qu'il doit y avoir des applications militaires à ce projet HARP. Et ce qui pourrait découler d'un projet comme celui-là, une étude comme celle-là, c'est bien sûr de pouvoir s'assurer ou contrôler les communications radio à haute fréquence dans l'air et de cette façon-là, peut-être pouvoir brouiller les radars ennemis de façon à pouvoir permettre une plus facile pénétration des avions des forces alliées dans des territoires ennemis. Donc ça pourrait être la version, disons, officieuse. Mais il y a également une version de complot. Et dans la version du complot, le projet HARP devient l'arme absolue. En envoyant des hautes fréquences dans l'atmosphère, dans la ionosphère, les Américains pourraient non seulement contrôler le climat, ils pourraient également contrôler les communications, on pourrait créer des tremblements de terre, créer des tsunamis, des sécheresses. On sait également qu'en plaçant des gens dans des capsules d'ondes, on sait par exemple les basses fréquences vont provoquer chez certains individus des états mélancoliques, pouvant même aller jusqu'au suicide. Donc, en utilisant les hautes fréquences, on pourrait créer comme ça dans certaines régions du pays une sorte de cocon d'ondes qui provoquerait chez les gens une sorte d'hystérie, des états dépressifs, de suicide. Donc, tu vois, en fait, l'arme absolue que peut représenter HARP. Toujours pour le bien de l'humanité. Bien sûr. Je peux-tu exterminer les mots de la bouche. Excuse-moi. Je peux-tu exterminer tous ceux qui me ressemblent pas? Voilà. Et tu vois, évidemment, tout ça peut paraître, on se dit, mais c'est de la folie, c'est du délire, cette idée de projet HARP. Mais pourtant, déjà à la fin des années 1990, le Parlement européen avait manifesté son inquiétude par rapport à l'utilisation d'un projet comme celui de HARP. On avait invité les Américains à venir parler du projet HARP devant l'Union européenne, ce qu'ils ont refusé. Non pas qu'ils ont dit, nous ne voulons pas y aller. Ils ont fait simplement la sourde oreille, n'ont même pas répondu à l'invitation. Et il y avait à cette époque-là un type qui s'appelait Tom Spencer, qui était le président du Parlement européen, qui lui a multiplié les efforts pour forcer les Américains à s'exprimer ouvertement sur le projet HARP. Malheureusement, les Américains n'ont pas répondu à ces demandes. Non seulement on lui a fait bien comprendre qu'il valait mieux pour lui d'abandonner cette croisade contre le projet HARP. Et finalement, notre pauvre Tom Spencer s'est fait arrêter aux douanes à Londres avec du matériel pornographique en sa possession et du cannabis. Tant et si bien qu'il a été... Planté ou vraiment lui? Lui prétend que ça a été planté. Bon, quoi qu'il en soit... Ça tombe bien, hein? Oui, absolument. Donc, notre ami Tom Spencer a dû démissionner de son rôle au Parlement européen et en même temps, le projet HARP, ou à tout le moins l'investigation qu'avait demandé le Parlement européen sur le projet HARP a été mis en veilleuse. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est faux? En fait, pour l'instant, ce que l'on sait de façon certaine, c'est que le projet HARP est utilisé par les Américains
américain pour envoyer des ondes à haute fréquence dans l'atmosphère pour étudier la ionosphère et étudier le développement ou les perturbations que pourrait provoquer. Encore aujourd'hui? Oui, ça c'est la version officielle. Ouais. En fait, le projet HARP avait commencé au départ avec 48 antennes. Maintenant, ils sont rendus à 80. On croit qu'à la fin, il devrait y avoir quelques 300 antennes 360 antennes sur le terrain de HARP et qui pourraient émettre jusqu'à 1 milliard de watts, donc par onde de haute fréquence. Les écologistes du gouvernement américain nous disent que tout ça est négligeable sur la cause de la couche de ionosphère, alors qu'évidemment, les tenants du complot soutiennent que tout ça pourrait engendrer des situations catastrophiques. Et bien sûr, ce que l'on peut se poser comme question, c'est l'aspect moral du projet. Si HARP ne serait que le 10e de ce qu'on lui prête, si HARP réussit réellement à contrôler, comme on le prétend, par exemple, des effets climatiques. On sait que déjà, dans les années 60, durant la guerre du Vietnam, les Américains lançaient, par exemple, du borrélium dans l'air pour essayer de contrôler la température au-dessus du Vietnam, qui a d'ailleurs assez bien fonctionné dans certains cas. Ah oui? Donc, on voit qu'il y a envoyait quoi? Du borrélium dans l'air, en fait, une substance, en fait, qui est tirée, je crois, du magnésium ou quelque chose comme ça. Et c'est encore pour le bien de l'humanité. Bien sûr. Et voudrais-tu que je te parle de l'agent orange, qui n'était pas celui qui s'habillait en costume orange, qui n'était pas l'agent Glade. C'est pas son frère. Mais tout ça, aujourd'hui, ça sert à quoi, là? Des hautes fréquences, tout ça. On est rendu ben plus loin que tout ça. Comme on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière HARP, et comme, bien sûr, les autorités américaines refusent de commenter ou d'aller plus avant sur une discussion par rapport à HARP, évidemment, il ne faut pas nécessairement créer un état de paranoïa, mais évidemment, on se doit de se poser des questions et on se doit de se demander à quoi peut bien servir un projet comme celui-là. T'aimerais ça qu'on soit parano. Et pourquoi, et surtout la grande question, pourquoi un projet comme celui-là, à saveur écologique, est-il financé par le ministère de la Défense? À saveur écologique. Et encore aujourd'hui, il est financé. Absolument. Il fonctionne encore. Il fonctionne encore. Même sous, plus rondement. On a rajouté des antennes. On en avait au départ 48, on est rendu à 80 maintenant. Même sous Obama qui joue à la Vierge offensée. Même sous Obama, c'est-à-dire que bon. J'en reviens pas. À chaque fois que je te vois, là, je suis découragé. Découragé de l'état de l'être humain. Certains diront en mauvais jeu de mots que HARP joue une musique pour nous endormir. Merci, Christian Page. Je m'attendais pas à mieux que ça, vraiment. Merci à Larry, à François et à Marie. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Jean Pagé qui suit à l'instant. On se reparle demain dès midi. Au revoir.